Je salue ce matin sur notre plateau Aurore Berger, qui est ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre la discrimination. Vous connaissez Bonjour Madame, vous connaissez Sarah Salman, Éric Nolot, Olivier Delagarde, Thomas Bonnet. J'ai pas été très gentil. Non, mais du coup, je vais peut-être essayer de réagir quand même à votre édito. J'ai pas été très gentil et je vous assure, je le dis, mais j'ai pas envie de ne pas être gentil. C'est vrai? Je vous assure, j'ai pas envie de ne pas être... Mais non, j'ai pas envie, mais je suis tellement... La parole politique, pour moi, elle est sacrée. L'engagement, c'est sacré. La loyauté, c'est sacré. Et quand pendant 3 ans, on a dit quelque chose et qu'on se couche pour de mauvaises raisons, parce qu'on a la trouille d'aller devant les électeurs. Moi, j'ai pas la trouille d'aller devant les électeurs. Je parle pas de vous. Je n'ai pas parlé de vous. Je parle de Attal. Je parle de Attal. Je parle de Philippe. Je parle de des gens qui ont été premiers ministres. Je parle de Bayrou. De tous ces gens qui ont dit quelque chose et qui vont se coucher cet après-midi. Je trouve ça... C'est un petit peu plus complexe que ça. Non, c'est pas plus complexe. Je trouve ça minable. Et je le dis. Mais vous avez le droit de le dire, et il y a la liberté d'expression qui vous permet de le dire, notamment ici. Et les Français le pensent comme ça. C'est minable. Est-ce que moi, ça me fait plaisir de nous dire qu'on est contraint dans un pays où il faut renoncer à la réforme des retraites? Évidemment que ça ne me fait pas plaisir. Moi, j'étais présidente de groupe au moment où ce texte a été débattu. Je n'ai pas quitté l'hémicycle 1 minute pendant l'examen de ce texte. Un texte où on a été contraint d'ailleurs d'engager un 49.3. Pourquoi? Parce qu'il y avait justement un défaut de responsabilité d'un certain nombre de ceux qui aujourd'hui appellent à prendre nos responsabilités. Ça ne vous a pas échappé que s'il y a eu un 49.3 sur la réforme des retraites, c'est parce qu'il y avait un risque et pas de majorité. Parce qu'à l'époque, une partie de la droite ne voulait pas le voter, parce que le Rassemblement national refusait de voter cette réforme aussi. Ils ont même voté à l'époque, par exemple, pour le maintien de tous les régimes spéciaux de retraite. Donc oui, il y a un défaut de responsabilité, c'est certain. Mais la responsabilité, elle nous conduit aussi aujourd'hui à dire que si on ne fait pas ça, c'est pas juste le sujet de censure-dissolution, c'est juste qu'on a une instabilité majeure. Quelle instabilité? Mais instabilité. Pourquoi instabilité? Mais n'importe quel chef d'entreprise. Mais instabilité, pardonnez-moi, il ne faut plus faire d'élections à ce moment-là. Mais il ne faut plus jamais, parce qu'il y a toujours de l'instabilité. C'est pas la question. Je vous assure, l'instabilité, dans la démocratie, s'appelle les élections. Mais ça, censure, pour moi, ce sont des ça coûte. C'est pas juste la question de l'instabilité et de remettre Madame Berger, en jeu nos sièges. Pour moi, ce sont des éléments de langage. Désolé, c'est pas des éléments de langage. Vous allez. Je vous assure, je ne veux pas vous accuser, parce que vous avez des prises de position dans d'autres domaines. On va en reparler parce qu'il me paraît important qu'on parle des questions d'antisémitisme notamment. Mais sur ces sujets-là, vous parlez à n'importe quel chef d'entreprise, de la plus grande à la plus petite boîte. Écoutez, vous voulez qu'on en parle des chefs d'entreprise? Vous voulez que je vous dise ce qu'ils disent? Mais c'est une catastrophe. 8 ans de Macron, ils n'en peuvent plus. Vous voulez qu'on aille les voir, les chefs d'entreprise? C'est pas vrai. Ce qu'ils vous disent, c'est pas vrai. Non, mais vous avez vu l'état du pays, Madame Berger. Je suis pas d'accord. Vous avez vu l'état du pays. On a le droit de pas être d'accord, Pascal Pro. Je ne suis pas d'accord avec ça. Vous citez les chefs d'entreprise. Je les entends, les chefs d'entreprise. Tribune dans le Figaro, les chefs d'entreprise ce matin. J'assume qu'on a protégé l'emploi. J'assume qu'on a protégé l'emploi. J'assume qu'on a remis de l'attractivité dans le pays. Et j'assume aussi qu'en effet, on a assumé de mener une réforme qui n'était pas la plus simple à faire. J'assume aussi qu'il n'y a pas d'autre choix aujourd'hui, parce que les forces politiques à l'Assemblée nationale sont majoritaires. L'autre choix, Madame Berger, c'est d'aller. L'autre choix, c'est d'aller devant le peuple. C'est ça. Il n'y en a qu'un. Le peuple. Et le peuple qui dira quoi sur la réforme des retraites? Qu'il faut pas conduire de réforme? Ça, il dira ce qu'il veut, le peuple. Mais donc dans ces cas-là, c'est pas cohérent. C'est-à-dire que soit on se dit il y a une majorité à l'Assemblée nationale aujourd'hui qui demande la suspension, et dans ces cas-là, on assume qu'il y a une nécessité de le faire parce qu'on a cette nécessité de stabilité. Il y a aujourd'hui une tribune de 13 organisations patronales, de la plus grande à la plus petite, les grandes entreprises, les petites, les PME, les artisans, qui signent une lettre au Premier ministre pour dire à quel point ils sont révulsés par ce qui est en train de se passer. Parce que votre budget, c'est 56 milliards de taxes supplémentaires pour les entreprises. Si, c'est ce qu'ils écrivent. C'est la tribune de ce matin. On confond tout. Vous confondez des débats à l'Assemblée nationale qui n'ont pas été terminés. Il n'y a pas eu de vote final à l'Assemblée nationale. Non, mais attendez. Mais je sais qu'on confond tout. Mais attendez. Madame Berger, je vais en profiter. Qu'il y a eu des amendements. Est-ce que je peux essayer? Je vais juste. Non, Madame Berger, on ne comprend rien. Les journalistes comprennent rien. Le peuple ne comprend rien. Personne ne comprend rien. On ne comprend rien, mais c'est juste une catastrophe. Mais on comprend rien. Et c'est les 13... Sur ce plateau, tout le monde a droit à la parole. Alors permettez-moi de l'avoir. Pour répondre sur cette fameuse tribune. Et c'est pas vous la responsable. Je dis juste, mais moi j'assume de prendre des responsabilités. Non mais vraiment, ce n'est pas vous la responsable, loin de là. Pascal Pro, sur les 56 milliards que vous évoquez, on a aujourd'hui, vous le savez, un débat parlementaire qui a commencé seulement à l'Assemblée nationale,
qui ne s'est même pas terminé à l'Assemblée nationale, qui n'a pas commencé au Sénat. Pour l'instant, rien n'a été adopté définitivement. Rien. Donc vous nous dites que tout ce qui se passe depuis 3 semaines, Monsieur Le Cornu qui va déjeuner avec Monsieur Faure, mais vous trouvez et qu'on parle de l'attaque Glucksmann et vous nous dites. Par contre, je sais que sur l'attaque Glucksmann, ça ne se fera pas puisque ça a été rejeté à l'Assemblée nationale de manière définitive. Donc ça veut dire qu'on a écarté l'attaque Glucksmann et tous ses acolytes d'ailleurs sur ces sujets-là. Est lamentable. J'en fais partie, donc vous considérez que je suis lamentable, non. Mais vous avez le droit de le penser. Elle est lamentable, pourquoi ? Parce qu'elle dit le contraire de ce qu'elle a dit avant, c'est tout. Vous parlez de l'attaque Glucksmann, elle a été rejetée à l'Assemblée nationale. Elle a été rejetée à l'Assemblée nationale, notamment, alors qu'on engageait la semaine en disant, vous verrez, ils ne pourront pas échapper à la question de l'attaque Glucksmann, ils ne pourront pas échapper à un Glucksmann dit light. Ça a été rejeté et nos parlementaires ont été mobilisés. On est le pays le plus taxé du monde et ça continue. Mais justement, écoutez, aujourd'hui, on a un débat parlementaire. On a un débat parlementaire. Vous êtes le premier à dire qu'il faut respecter ce qui se passe d'un point de vue démocratique. Respecter celles et ceux que les Français ont choisi d'envoyer à l'Assemblée nationale. Respecter ses engagements. Donc, il faut respecter la composition qui est celle de l'Assemblée nationale. Madame Berger, donc, il n'y a rien de définitif dans cette copie qui est présentée. Si je peux juste m'exprimer un instant. Et ce n'est pas le commentateur politique qui va vous parler, c'est le citoyen. Aujourd'hui, je devrais me réjouir. Moi, je suis né en 1965. Je suis donc un des grands bénéficiaires. Je vais pouvoir travailler moins. Mon problème, madame, c'est que j'ai 3 enfants. Et que ce sont mes 3 enfants qui vont, à la fin, payer la facture. Voilà pourquoi cette suspension de la réforme des retraites me révulse. Attendez, encore une fois, est-ce qu'elle me fait plaisir ? La réponse est non. Mais est-ce qu'il y a aujourd'hui sans doute une majorité à l'Assemblée nationale pour le voter ? Vraisemblablement, mais fallait le dire avant. Interroger les parlementaires qui vont voter cette suspension et qui demandent. Il n'y avait déjà pas de majorité pour l'adopter au moment où elle a été... En tout cas, Madame Berger, moi je ne veux pas vous cibler parce que ce n'est pas vous. Et de toute façon, vous savez, ce n'est pas vous la responsable. Et nous savons tous autour de cette table que le débat sur la réforme des retraites, il ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Parce que vous pensez qu'il va revenir en 2027 ? Madame Berger. Pas de manière nécessaire, parce que ceux qui disent qu'il n'y a plus besoin de faire de réforme des retraites et qu'il faut travailler moins et taxer plus... C'est pour ça que ce que vous faites est criminel. De facto, mentent aux Français. Criminel, mais ça interdit de reporter le débat. Vous pensez bien, quel candidat va prendre la responsabilité de dire en 2027, je vais être le candidat qui va augmenter l'âge de retraite ? Qui va être capable de le faire ? Un minimum de courage. Un minimum de courage, oui. Parce que de toute façon, il n'y aura pas d'autre choix que de poser la question de la réforme des retraites et des modalités de financement. Je n'ai pas envie de vous cibler, vous, parce que vous n'êtes pas la responsable numéro 1. Le responsable numéro 1, c'est Emmanuel Macron. Après, vous avez ses premiers ministres qui sont lamentables, ces anciens premiers ministres. D'ailleurs, ils disent pique-pendre de lui aujourd'hui. Je pense à Édouard Philippe et Gabriel Attal qui se couchent devant leurs convictions. Enfin, c'est invraisemblable. Le niveau de déliquescence de ce pays est invraisemblable. Je ne peux pas vous dire autre chose. La parole politique, mais la parole politique ne vaut rien. La parole politique, c'est de dire qu'aujourd'hui, de ces gens-là, elle ne vaut. Écoutez, quand elle dit tout et son contraire, elle ne vaut rien. Je suis désolé. Vous avez le droit d'être en colère. Vous avez le droit de contester cette suspension de la réforme des retraites. Je trouve ça triste. Mais moi aussi, je trouve ça triste qu'on soit condamné à faire ça. En revanche, on va parler de l'antisémitisme. C'était la seule solution pour, à un moment, espérer quand même un minimum avancé, que non, il n'y aura pas 56 milliards de taxes supplémentaires, que pour l'instant, rien n'a été adopté de manière définitive, et qu'en effet, ça n'est pas cette copie qui doit être adoptée. L'antisémitisme. Et là, je voulais vraiment... vous féliciter les prises de position que vous avez eues, courageuses. Bon, mais là encore, la Macronie souffre d'une erreur fondamentale qui est lorsque le président de la République n'a pas été associé à cette marche. Et il traîne ça comme un boulet. Donc forcément, à partir du moment où il n'est pas venu être solidaire des Français de confession juive, il y a un schisme ce jour-là qui est né et qui est très compliqué à creuser, qui est compliqué à combler depuis. Mais en revanche, vous, c'est un sujet sur lequel... Parce que je sais quand même aussi, je pense que c'est important de le dire, et d'ailleurs quand il y a eu l'hommage aux victimes du 7 octobre, qui a encore eu lieu récemment, il y a eu un bel hommage qui a été fait notamment par le CRIF, qui s'ouvrait sur quoi ? Sur l'image des invalides. La France a été le seul pays au monde à organiser un hommage national pour celles et ceux qui ont été assassinés le 7 octobre. Parce que nous avons été un pays particulièrement endeuillé, avec 51 Français qui ont été assassinés le 7 octobre, ou malheureusement dans les semaines et les mois qui ont suivi pour ceux qui ont été retenus en otage. Donc il y a eu cet hommage national de la République française, par le président de la République, aux invalides. Et puis après, on a un sujet qui est beaucoup plus structurel, qui est le risque de réenracinement qu'on a dans notre pays, et comme dans beaucoup de démocraties d'ailleurs,
de l'antisémitisme depuis le 7 octobre, parce que malheureusement, le 7 octobre n'a pas déclenché une vague d'empathie et de soutien, ça a déclenché une vague d'antisémitisme. Et à votre avis, pourquoi en France ? Pour des raisons multiples, à la fois de faiblesse de connaissances historiques abyssales, qui là aussi doit nous interroger avec une vraie fracture générationnelle qui est en train de s'opérer de manière assez structurante et qu'on doit impérativement combattre, quand on a quasiment un jeune sur 2 de 16 à 24 ans qui ne sait pas ce dont on parle quand on parle de la Shoah, un jeune sur 2, pire, quand on a un jeune sur 3 qui considère que c'est normal de s'en prendre physiquement à une personne, à un Français juif, en raison de la situation au Proche-Orient, ça devrait, là, tous nous révolter, parce que ça, oui, c'est criminel. Est-ce qu'il y a on a évidemment un sujet politique. Moi, je l'ai dit de manière très claire à l'Assemblée nationale, en disant que le nouvel antisémitisme se résumait en 3 lettres, LFI. Donc je suis très à l'aise pour le dire. Je l'ai dit publiquement à l'Assemblée nationale et je le dis aussi en plateau. Non, mais le point commun entre le dossier des retraites et le dossier de l'antisémitisme, c'est le manque de courage. Mais vous donnez les verges pour vous faire battre. Si la situation est telle que vous dites, un Français sur 3, un jeune sur 3 qui estime qu'il est légitime de s'en prendre à un Français juif, à ce moment-là, il fallait participer à la marche contre l'antisémitisme. Si la situation est aussi grave, il fallait un acte symbolique. Ça aurait changé les choses. Notamment non, vous savez, en politique, c'est pas vous que je vais l'apprendre. Il y a le moment quand même. Là, c'était le moment d'envoyer un message fort, c'est que toute la nation était unie, enfin pas toute malheureusement, mais l'essentiel de la nation était unie contre l'antisémitisme. C'est une occasion ratée. Donc vous avez la parole, et ensuite on manque à sa parole. C'est le cas sur les retraites, c'est le cas sur l'antisémitisme. Ouais, je pense qu'on ne peut pas comparer des sujets qui sont quand même de nature parce que c'est une ambiance générale. Extrêmement différente. Il y a une politique doute, générale. Et c'est extrêmement important parce que ce n'est pas le cas dans toutes les démocraties. Dans un certain nombre de démocraties, vous avez un regain de l'antisémitisme. Il y a des États qui faillissent. Il y a des gouvernements qui faillissent. Regardez ce qui se passe en Espagne. Regardez ce qui se passe en Belgique. Vous voyez quand même qu'il y a une déliquescence et que les gouvernements et l'État lâchent ses concitoyens. Ça n'est pas le cas en France. Et d'ailleurs, ça n'est pas que le président de la République, Emmanuel Macron. Ça a été le cas pendant cette manifestation. Non, ça n'est pas vrai. Il y a une quand on prend l'avis d'un influenceur très douteux pour savoir si on doit participer à une marche contre l'antisémitisme, j'appelle ça une déliquescence. Mais là, je suis plutôt d'accord avec Madame Berger. C'est que c'est pas l'Espagne, il n'y a pas une volonté de lâcher, mais il a sans doute manqué quelques symboles. Et puis, c'est vrai qu'il y a peut-être d'autres raisons qui incitent à la prudence. À beaucoup de reprises. Sarah Salman. Vous avez des positions qui sont courageuses pour la lutte contre l'antisémitisme, mais c'est irréprochable. Mais je me trouve un peu seule sur le sujet au sein de ce gouvernement, vraiment. J'aimerais qu'ils soient tous comme vous au sein de ce gouvernement sur ce sujet. Vous êtes la seule, je vous regarde un petit peu sur les réseaux sociaux, à avoir des positions claires et courageuses. Et pourquoi pas les autres ? Écoutez, je vous remercie de le trouver courageuse. En fait, ça devrait pas être considéré comme étant du courage. C'est une question importante. Parce que vous êtes la seule ou une des rares à être aussi claire. Et cohérente. Moi, ce que j'essaye de dire depuis le 7 octobre, c'est que quelle que soit la situation internationale ou diplomatique, en aucun cas, un seul Français juif ne peut en être tenu pour responsable. Parce qu'il y a une inversion en fait, qui se passe depuis le 7 octobre. Comme si les Français juifs étaient responsables de la situation, alors que la situation a été générée par les attentats terroristes perpétrés par le Hamas. Et c'est ça le sujet, c'est qu'on essaye d'entraîner notamment une grande part de notre jeunesse dans cette confusion des valeurs. Et cette confusion, elle nourrit un terreau d'extrême gauche, elle nourrit un terreau islamiste. De quelle jeunesse vous parlez ? Malheureusement, elle est très diffuse. Quand vous avez 1 sur 2 qui sait plus ce que veut dire la Shoah, vous voyez bien que malheureusement, c'est trop partagé. Madame la ministre, parmi les raisons que vous avez évoquées pour parler de l'explosion des actes antisémites, il y a à mon sens quelque chose que vous avez oublié, c'est l'aspect migratoire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas totalement écarter le fait que des personnes qui sont issues de pays où l'antisémitisme a cours depuis toujours, ou en tout cas depuis de longues années, arrivent sur le sol de France et encore pratiquent une forme d'antisémitisme une fois qu'ils arrivent ici. Il y a 500 000 personnes qui arrivent chaque année. Je ne dis pas que les 500 000 sont antisémites, mais vous ne pouvez pas ignorer le fait qu'il y a peut-être un lien entre une partie de cette immigration et les actes antisémites ensuite qui sont répertoriés dans notre pays. Mais c'est pour ça d'ailleurs qu'on doit être extrêmement ferme sur ce qu'on accueille et garantir que la connaissance des valeurs républicaines, elle est très claire. Moi, j'ai dit que j'étais favorable à ce que Bruno Retailleau a fait avant son départ, c'est-à-dire il y a un décret qui a renforcé justement les conditions d'accès à la nationalité, notamment sur la question des valeurs républicaines. Au cœur de ces valeurs républicaines, il y a justement les sujets que je porte, question de l'égalité entre les femmes et les hommes, et la question en effet de la lutte contre l'antisémitisme et de comment on définit aussi l'immigration ce qu'est l'antisémitisme. Vous le savez bien, on fait rentrer
rentrer 500 000 personnes. Elle n'est pas hors de contrôle. Elle n'est pas hors de contrôle. Hors contrôle. Pardonnez-moi, hors contrôle. C'est-à-dire que quand vous avez 500 000 personnes qui sont rentrées l'année dernière avec un droit d'asile complètement dévoyé, tout le monde n'est pas rentré avec un droit d'asile. Vous le savez très bien, sur les 500 000. Le droit d'asile est dévoyé. Sur les 500 000, vous avez des visas étudiants, vous avez de l'immigration de travail et vous avez aussi... Ça représente 15% l'immigration de travail. Vous savez bien que dans les 500 000, ça n'est pas un bloc homogène ni de nationalité, ni de compétences, ni de voie d'entrée en France. Hier, je parlais avec des gens qui sont à l'OFPRA depuis 20-30 ans. La personne me disait, il y a 20-30 ans, il y avait une demande sur 10 qui était acceptée. Aujourd'hui, il y en a 9 sur 10. C'est dévoyé. Ce pays, de quel côté que tu ouvres une porte, fonctionne mal. L'OFPRA fonctionne mal. J'y peux rien, parce que c'est comme cela. Je n'ai pas de difficulté à le dire. Par contre, non, on ne pouvait pas dire que c'est complètement incontrôlé. Ça n'est pas le cas et ça n'est pas vrai. Il y a une nécessité d'une part d'immigration économique. Si vous écoutez les chefs d'entreprise, puisque vous soulignez cette tribune, vous verrez que ce sont les premiers à parler d'immigration économique. Donc il faut aussi que chacun prenne ses responsabilités et soit cohérent aussi à la fois en termes d'intention, de valeur et de ce qu'il demande aussi à l'État. Il y a la question des visas des étudiants étrangers et il y a la question de l'asile et la nécessité d'une régulation. Comme vous êtes là jusqu'à 9h23, et je vous remercie parce que vous vous pliez à un exercice qui n'est pas facile de venir parfois sur ce plateau. Oui, parce que moi, évidemment qu'Édouard Philippe, il ne vient pas sur ce plateau. Il a bien compris qu'il ne faut pas qu'il vienne. Il n'a pas évidemment que Gabriel Attal ne veut pas non plus venir. Ils ont la trouille. Donc ils ne viendront pas. Parce qu'évidemment, moi je pose que simplement... Les questions que je pose, c'est les plus bêtes du monde, c'est les questions que les gens se posent. C'est aussi donc c'est pas les plus bêtes, parce que si c'est les questions que les gens se posent, elles sont pas bêtes. Mais alors, vous avez raison. Voilà, je vais garder cette séquence-là. Vous avez parfaitement raison. Alors, c'est les plus simples du monde. C'est-à-dire que les gens, ils ne comprennent pas qu'on défende pendant des mois une réforme. Et voilà, c'est pour ça. D'accord avec eux. Bah oui, vous êtes d'accord, mais tout le monde est d'accord. Évidemment, c'est difficile à comprendre. Oui, sauf que dans le même temps, eux-mêmes sont plutôt favorables à la suspension des retraites. Alors ça, c'est autre chose. Et eux-mêmes ont intégré l'idée que de toute façon, il faudra sans doute refaire une réforme. Ils comprennent qu'une chose. Et même ont compris qu'on en reparlerait dans 2 ans. Ils ont la trouille d'aller devant. De toute façon, la trouille, c'est la trouille de venir sur ce plateau, la trouille d'aller devant les électeurs, la trouille, c'est ça qui est une autre trouille, c'est d'être celui en l'occurrence qui sera celui qui fera la passation de pouvoir avec Jordan Bardella. C'est ce qu'a dit Sébastien Lecornu pour les sénateurs il y a quelques jours. Le budget. Que Gabriel Attal a également le budget, la fiscalité qui est la plus forte de France, etc. Le budget. Du monde. Le budget. Non, la question c'est quelle est la position du gouvernement sur vous avez dit déjà que ce qui était débattu en ce moment à l'Assemblée n'était pas du fait du gouvernement. De facto, c'est pas la copie définitive, c'est ça que je dis. Ça c'est quand même important. Mais vous entendez bien aussi le fait qu'on a l'impression qu'on se dirige vers un débat où il n'y aura pas de vote à la fin parce qu'on n'arrivera pas à tenir les temps. Et in fine, ce sera la copie du gouvernement qui sera retenue avec des amendements socialistes, nous dit-on. Donc en fait, on s'y perd un peu. Moi, j'espère qu'il y aura un vote. Un vote, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a eu le temps d'examiner, en effet, tous les amendements. On a laissé le maximum de temps possible. Vous avez vu qu'ils ont siégé les week-ends, de manière à garantir qu'il y ait tout le temps nécessaire au débat parlementaire. Donc ça, c'est bien. D'ailleurs, les débats étaient de bonne tenue. On peut après approuver ou désapprouver ce qui s'est passé, mais on ne peut pas dire que les débats étaient mal tenus. Il y a eu des vrais débats, il y a eu des vrais débats de fond. Il y a eu des choses qui ont été rejetées de manière définitive, ce qu'on s'est dit sur la taxe Zuckman et les acolytes de la taxe Zuckman. Il y a des choses qui ont été adoptées par ailleurs. On verra aujourd'hui sur la suspension de la réforme des retraites, en effet, ce que les uns et les autres décident de faire. Je comprends qu'on se retourne l'équation où le RN vote pour, LFI vote contre. Je ne suis pas sûre que là non plus, ça aide à la clarté des débats et des intentions des uns et des autres. Donc on verra ce qui va se passer sur la suspension de la réforme des retraites. J'entends cette petite musique que vous dites ce matin, rien n'est fait, etc. Rien n'est fait, rien n'est voté. Mais comme ce qui est vrai. Oui, j'entends bien, mais c'est pas ce que j'entends depuis un mois en fait. C'est pas exactement ce que j'entends. C'est assez étonnant d'ailleurs d'entendre ça, parce que depuis un mois. Je rappelle juste comment fonctionne un débat parlementaire. Oui, mais alors tout ça c'est du cirque. Alors tout ce qu'on voit là depuis un mois, c'est du cirque. Non, ça veut dire que non. Le débat parlementaire a toujours été constitué, vous le savez bien, de cette manière-là. On discute d'abord à l'Assemblée, on discute ensuite au Sénat. Soit les deux arrivent à se mettre d'accord, soit ça repart à l'Assemblée. Donc ça veut dire qu'il y a des débats qui aujourd'hui n'ont pas été purgés, n'ont pas été au bout, et que pour l'instant on ne peut pas dire, parce que ça a été voté en première lecture à l'Assemblée, dire que nécessairement ce sera ça qui existera à la fin. Bon, dernière chose, puisque vous êtes ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes et des luttes contre la discrimination, moi j'ai toujours le sentiment que c'est vraiment la plus grande des batailles pour les femmes, d'avoir le même salaire que les hommes.
évidemment à poste égal. Et alors, j'entendais ce matin Samuel Finoussi qui effectivement nuançait peut-être ce qu'on avait entendu sur les 14%, les femmes moins payées que les hommes. Il parlait d'un écart brut qui existe parce que les femmes et les hommes, disait-il, ne font pas les mêmes métiers. C'est-à-dire que les hommes se dirigent davantage vers la finance ou l'ingénierie, par exemple, et que les femmes vont plus vers le droit, l'enseignement ou les métiers du soin, où ces métiers sont moins rémunérés. C'est ce que je comprends. Et quand on compare vraiment l'INSEE, c'est une note de l'INSEE, à poste et temps de travail équivalent, poste et temps de travail équivalent, la rémunération, la différence n'est plus que de 4%. Oui. Voilà. Donc c'est ça. 14%, c'est l'écart moyen, mais qui prend pas en compte le temps de travail. Alors, les femmes travaillent plus à temps partiel, ce qui est un sujet quand c'est subi versus quand c'est choisi, et parce qu'on a un sujet d'orientation dans les filières. Parce que c'est pas normal. C'est pas dans la loi, tout simplement. Alors c'est dans la loi. La question de l'égalité salariale, elle est dans la loi. La question des sanctions, quand ça n'est pas respecté, c'est dans la loi. La France, on a été le premier pays en Europe à créer un index pour mesurer l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes, pour garantir par exemple qu'une femme, quand elle revient de congé maternité, elle ne voit pas sa carrière être interrompue, parce qu'une femme qui revient de congé maternité, elle continue à avoir des droits et elle doit évidemment pouvoir en bénéficier. Donc ça, c'est dans la loi. Les sanctions, elles sont prises. Elles vont jusqu'à 1% de la masse salariale des entreprises. Donc c'est quand même des sanctions qui sont importantes. Mais après, il n'y a pas que ce qui est dans la loi. Quand on parle de la question des filières, et Samuel Finoussi a raison, on a aujourd'hui une surreprésentation des hommes dans certaines filières et une sous-représentation des femmes dans certaines. C'est pas ça ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait plus de mixité, que chacun soit libre de faire ses propres choix. On a aujourd'hui des jeunes femmes qui réussissent en général mieux leurs études d'ailleurs que les jeunes hommes. Il y a un sujet d'ailleurs dans notre pays. Et pour autant, ensuite, elles disparaissent. On voit que sur la question des carrières, de la mobilité professionnelle, des évolutions, des types de métiers, malheureusement, ensuite, progressivement, plus la pyramide se resserre et moins on a de femmes. Donc il y a ce que la loi a fait. Aucune femme, je crois, n'est PDG du CAC 40. On n'a que 3. Donc, il y a quand même 3 femmes qui sont PDG du CAC 40. C'est quand même assez modeste. Là, il y a une femme qui vient d'être nommée à la tête de la Poste, notamment. Donc on progresse. Mais ça n'est pas normal qu'on ait ce sous-niveau de représentation aujourd'hui des femmes. Donc les filières, par exemple, quand on dit qu'il faut renforcer la question de l'enseignement scientifique, c'est bon pour notre pays de manière générale. Parce que quand on parle de souveraineté matin, midi et soir, si on n'a pas les hommes et les femmes qui vont permettre d'être dans ces métiers, de toute façon, on sera toujours dépendant des autres. Et parce que singulièrement, on manque de femmes. Quand vous parliez de la réussite des femmes, il y a un exemple assez extraordinaire que j'ai cité plusieurs fois. Dans une faculté de médecine, en juin dernier, dans un concours de médecine, les 40 premiers, c'était 38 femmes, 38 filles, 38 jeunes femmes. C'est quand même extraordinaire. Mais que les femmes sachent réussir, ça, je pense qu'elles en font heureusement la démonstration. Elles sont mieux. C'est-à-dire sur les 40 premiers, 38. Tout au long de la carrière. Dernière question, pourquoi, lorsque les femmes investissent massivement une profession, pourquoi cette profession est-elle dévalorisée sur le plan financier ? Parce qu'aujourd'hui, dans un certain nombre de ces métiers, notamment toutes les filières du soin, les filières d'accompagnement, les filières, tout ce qu'on dit, les métiers essentiels, dans beaucoup de ces métiers essentiels, ce sont des femmes. Ce sont des femmes auprès de nos enfants, ce sont des femmes auprès de nos personnes âgées. Or, ce sont des métiers qui, aujourd'hui, sont insuffisamment valorisés d'un point de vue salarial. Donc, il y a là aussi ce que l'État doit faire en termes de rémunération, de revalorisation de ces métiers, mais il y a aussi ce que la société considère. Combien est-ce qu'on considère qu'on doit payer quelqu'un qui garde son enfant, qui prend soin de nos parents ou de nos grands-parents, de personnes en situation de handicap ? Pourquoi est-ce qu'on considère, par exemple, normal sur la question du handicap, c'est sur la question des aidants, c'est-à-dire celles et ceux qui viennent au-delà de leur vie professionnelle accompagner un parent malade, un enfant en situation de handicap. C'est 80% de femmes. C'est 80% de femmes. Pourquoi est-ce que la société accepterait l'idée que nécessairement, quand il y a un enfant en situation de handicap, c'est forcément la femme qui doit mettre entre parenthèses sa carrière ou l'accompagner ? Non, la société doit faire en sorte que cet enfant soit pris en charge, soutenu, et que l'ensemble de la famille le soit, et que ça ne se fasse pas au détriment de la femme en permanence. Merci, vraiment merci beaucoup. Et je le répète, vous n'êtes pas responsable, loin de là, de tout ce qui se passe en France, et au contraire, l'engagement que vous avez pris, notamment pour lutter contre l'antisémitisme, me paraît un engagement majeur, surtout dans la société d'aujourd'hui, et à tenir. Merci beaucoup. À vous. Vraiment, merci d'avoir été dans ce débat. Mais je retiens que j'avais raison. Mais pas mal. Rien que pour ça, j'ai bien fait de venir. Les femmes, par définition, ont toujours raison. J'ai vraiment bien fait de venir. Je veux dire. Non, mais c'est moi. C'est finir là-dessus, c'est du bien. Il faut. Mais c'est une. Voilà. La femme est l'avenir de l'homme.